Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis très heureuse de faire enfin une vidéo sur ce que j'appelle les thérapies par le voyage intérieur ou les approches thérapeutiques psychocorporelles ou psychospirituelles. Je reviendrai sur ces mots-là, hein, mais j'aimerais particulièrement vous parler de la méthode Phoenix Capacity, qui est la méthode que je pratique et qui m'est très chère. Je suis contente de trouver maintenant une posture, un angle pour vous en parler. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse autant aux personnes qui pourraient avoir envie de découvrir ces pratiques-là, de voyage intérieur, et particulièrement par cette méthode. Et puis, ça s'adresse aussi à ceux qui aimeraient se former éventuellement. Et puis, dans cette vidéo, je vais parler de notions qui me sont particulièrement chères, que je trouve très précieuses, qui me tenaient vraiment à cœur de vous partager. Et donc, elles s'adressent à toutes les personnes qui sont intéressées par le soin et la santé, qu'elles soient en tant que thérapeute, quelle que soit leur pratique, et en tant que patient. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isor Lamoureux, donc je suis médecin généraliste. Ma pratique principale aujourd'hui, c'est l'homéopathie uniciste. Et puis je propose des séances de méthode Phoenix Capacity de manière assez peu fréquente depuis environ 5 ans, et j'aimerais beaucoup développer ça et la proposer plus largement. Donc cette vidéo, elle va sans doute être assez longue. Et donc, pour vous faciliter, je chapitrerai dans les commentaires sous la vidéo, afficher plus. Je mettrai un certain nombre d'informations, de références. Pour ceux qui veulent aller plus vite aussi, les liens vers le site et une version écrite de mon explication de cette méthode. Mais je vous invite vraiment à écouter en entier parce qu'on va aller progressivement vers des notions qui me semblent importantes en tout cas. Alors, je vais d'abord vous expliquer de quoi je veux parler par les approches psychocorporelles et comment j'intègre dans toutes ces approches la méthode Phoenix Capacity, que je vais appeler MPC, et puis vous dire précisément de quoi il s'agit dans la MPC et comment moi je l'aborde dans ma pratique. Et puis je vous parlerai de tous les liens que je fais entre la MPC et puis les différents autres outils qui existent aujourd'hui en psychothérapie. Il y a énormément de choses ces dernières années qui ont fleuri et c'est très très intéressant et de voir voilà, comment on peut les lier, les intégrer, les différences, etc. Ensuite, je vous parlerai de manière plus vaste qu'est-ce que m'a apporté cette méthode dans le cadre de mon quotidien, c'est-à-dire hors cadre thérapeutique, comment ça change le rapport au monde et le rapport à soi-même. Et puis enfin, je vous parlerai de ce que ça m'apporte aussi en général en tant que soignante, donc comment ce type d'approche-là permet de s'ajuster et de s'enrichir dans sa posture d'accompagnant. Et quel que soit ce qu'on fait, donc moi ce sera pour l'homéopathie particulièrement, mais comment ça peut être intéressant qu'on soit acupuncteur, naturopathe, ostéopathe, pratique énergétique, et même dans n'importe quel soin d'accompagnement, que ce soit des soins esthétiques ou de l'accompagnement de fin de vie, etc. Donc on ira à la fin vers quelque chose de plus personnel et de plus intime, je pense, dans mon partage sur cette méthode. Alors, ce qui est assez important à dire, c'est que je vais vous parler de la méthode Phoenix Capacity, mais telle que je la vis moi. Ça m'engage personnellement. Les mots que je vais utiliser, la manière dont je vous la présente, ce serait peut-être pas tout à fait comme ça que le proposeraient ceux qui sont à l'origine de cette méthode, donc Dominique et David Espaz, même s'ils seront sans doute d'accord avec pas mal de choses de ce que je vais dire. Voilà, je prends mon propre engagement. Je sais que j'y mets ma couleur et j'y mets mon prisme, puisque c'est le nom de cette chaîne, c'est pas pour rien. Donc pour vous raconter un petit peu le contexte, donc moi je suis toujours médecin généraliste, homéopathe, et l'homéopathie c'est une médecine assez exigeante, assez cérébrale de prime abord. Et en fait, je cherchais une méthode plus intuitive, à la fois pour moi et pour les personnes, et aussi pour permettre aux personnes
de pouvoir retrouver cette capacité innée de guérison intérieure. En homéopathie, on parle de la force vitale et c'est elle qu'on interroge à travers l'interrogatoire, l'examen, la recherche des symptômes et des signes. Eh bien, ma recherche, c'était de comment on peut aller au contact de cette force vitale directement. Et puis, comme en homéopathie, il y a un travail partagé entre la personne et l'homéopathe, mais la recherche du remède, elle incombe quand même à l'homéopathe au final, je cherchais aussi comment compléter ça, équilibrer ça avec une approche où c'est la personne qui se rencontre elle-même et qui va à la rencontre de sa force vitale et de ses capacités de guérison. Voilà, de se découvrir auteur aussi de ses capacités de transformation, on va dire. Donc certaines personnes parleront de retrouver son guérisseur intérieur. C'est une façon de personnifier les choses. Moi, je préfère parler de force vitale ou de sagesse ou d'intelligence intérieure ou d'intelligence du corps. Cette intelligence qui porte ce qu'on appelle aussi la santé fondamentale. Et je ne la personnifie pas, en fait. Et donc, quand on peut faire soi-même une partie du chemin, et la plus grande partie du chemin, on devient moins dépendant aussi. Alors, cette relation, cette interdépendance, mais je préfère parler d'interrelation, elle est vraiment, vraiment très intéressante entre un thérapeute et un patient, quels que soient les soins et en homéopathie, etc. Mais là, il se passe quand même complètement autre chose. Et il y a il y a vraiment cette façon dont la personne voyage à l'intérieur d'elle qui lui donne beaucoup, beaucoup d'autonomie. C'est le voyage intérieur et la MPC particulièrement une manière de retrouver donc ces capacités de régulation qu'on a en soi et d'y avoir accès toujours quand on en a besoin. On apprend en fait à refaire alliance avec son corps et à équilibrer quelque part nos capacités de réflexion, d'analyse rationnelle, de décision qui sont hypertrophiées dans nos pays, avec les capacités intuitives, l'intelligence sensorielle, émotionnelle, corporelle, etc. Et c'est vraiment pour moi fondamental et une clé de la santé de retrouver cet équilibre-là. Et puis, je suis assez passionnée par tout cet espace de la psyché, de l'esprit. Quand je dis la psyché, c'est telle qu'elle est composée de l'esprit, des émotions, de l'âme. Les mots sont toujours très délicats à employer quand on commence à parler de ça, parce que chacun a un petit peu sa définition. C'est à la fois culturel, à la fois lié à différents courants qui mettent différents sens derrière les mots. Et passionnée donc par cet espace et ce tissu aussi, ce champ d'information qui relie tous les êtres entre eux à travers notre propre histoire de vie et puis dans la relation aussi avec un thérapeute. Et donc ça me semblait à la fois nécessaire mais surtout particulièrement heureux d'apprendre à voyager à travers ça, à travers la psyché. Et il y a plein de moyens possibles évidemment. Et la MPC en est un très très beau. Donc j'ai cherché à me former à une approche et même si, comme je le disais, ça implique un accompagnant, ça permet petit à petit de regagner de l'autonomie en santé et surtout de découvrir les forces de guérison qu'on a en soi et qui sont toujours prêtes et disponibles pour nous aider. Donc ouais, dans cette vidéo, je pourrais pas préciser et pinailler sur la définition de tous les mots et je m'en excuse, parce qu'à la fois c'est très important, mais ça durerait des heures et puis ça serait plein de digressions, il y en a déjà pas mal. Disons que là, on essaye de mettre des mots sur quelque chose de finalement très simple, très universel, très naturel, qui est pratiqué à travers toutes les cultures depuis toujours, et qui est juste cette façon
tellement simple qu'on l'a oublié et occulté et qu'on a rajouté des couches et des complications et des théories pour un processus qui est complètement naturel et inné en nous de pouvoir connecter ces facultés d'autorégulation. Donc c'est assez difficile à nommer pour moi. Donc je parle de thérapie psychocorporelle ou psychospirituelle. Pour moi, c'est toutes les approches de soins transformatrices qui passent par la psyché. Donc la psyché, le mental, les émotions, toutes les représentations qu'on a, etc. Ça fait partie. Et ça intègre la dimension corporelle, donc physique, biologique. Notre corps a une sagesse, notre corps a une connaissance, notre corps a des mémoires, et on peut s'imaginer ou penser ou théoriser sur la manière dont ça a lieu à différents niveaux. Ça peut être au niveau tissulaire, cellulaire, au niveau de l'eau corporelle, etc. Mais bon, en tout cas, quand on le vit, ça devient une évidence qu'il y a une sagesse corporelle et donc intégrer aussi la dimension spirituelle de la personne. Et disons, si c'est en d'autres termes, si c'est plus facile à comprendre qu'ici, dans les thérapies psychocorporelles spirituelles, le principe actif, le truc qui va faire qu'on se transforme et qu'on va mieux, c'est pas un médicament, une plante, une aiguille d'acupuncture ou une manipulation de kiné ou d'ostéo, mais un élément de la vitalité du corps qui se traduit par toutes ces manifestations de la psyché. Et le langage de notre être, de notre corps, et ben c'est ces émotions, ces informations, ces images, voilà, tout un langage en fait qui va venir à nous. Et en fait, on est dans une époque vraiment très intéressante, surtout sur le plan psychothérapeutique, où on se rend compte que la thérapie par la parole, juste se raconter son histoire de vie, essayer de trouver des explications, des raisons, exhumer le passé, faire remonter des histoires du passé, essayer de comprendre et créer des chaînes de cause à effet, c'est parce qu'il m'est arrivé ça que je suis comme ça et qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Voilà, toute cette façon d'aborder les choses par la parole sont la plupart du temps assez insuffisants. Alors, je dis pas, parfois c'est très utile et c'est un passage nécessaire parce qu'il y a besoin de faire du sens et le sens peut passer par là. Et aussi, on est en Occident tellement dans cette configuration-là de devoir utiliser son mental, son analyse, que ça peut être utile parfois. Mais parfois, c'est vraiment délétère. C'est utile jusqu'à un certain point, on va dire, parce que ça peut enfermer dans nos histoires. Les histoires, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et si on s'enferme dedans, dans nos passés, dans nos traumas, eh bien, ça nous restreint et ça nous limite à des visions très restreintes de nous. Ça peut même être la vision restreinte du thérapeute qui va limiter la personne. Et puis on peut, dans le pire des cas, même se retraumatiser à revivre ça et à le refaire émerger. Et donc ces visions qui sont assez restreintes empêchent de voir la problématique qui est beaucoup plus complexe que ça en fait. Et puis la problématique est plus complexe, mais les solutions, elles sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus créatives que celles qu'on peut imaginer ou qu'on peut essayer de trouver par l'intellect. Donc depuis quelques décennies, en fait, on voit pas mal de techniques qui réincluent le corps dans la thérapie, le corps et les sens. On peut parler de l'EMDR, par exemple, mais aussi tout ce qui est art-thérapie et puis toutes les approches qui incluent le corps et permettent de faire un lien entre le corps et ce qui se passe dans l'esprit. Et là, on utilise en fait toutes les intelligences de la personne, pas que l'intelligence réflexive analytique, qui est importante pour poser un cadre, pour décider d'un changement, etc., pour acter des choses, mais aussi l'intelligence sensorielle, émotionnelle et corporelle.
Et donc tout ça, en MPC, on va le regrouper sous le nom d'intelligence du corps ou intelligence de l'être. On sait que ça regroupe en fait tout ça. Et quand cette intelligence-là est à l'œuvre au cours d'une séance, on découvre des solutions qui sont vraiment beaucoup plus créatives, beaucoup plus vivantes, beaucoup plus vastes et souvent très inattendues par rapport à ce qu'on se figurait. Et en même temps signifiantes et en même temps vraiment vectrices de transformation. C'est des solutions qui sont bien au-delà en fait de notre connaissance et de nos présupposés parce que justement elles puisent dans un champ de connaissances qui est plus grand que nous, ce que certains pourraient appeler un inconscient ou un inconscient collectif, mais c'est encore autre chose que ça. Donc parmi les thérapies psychocorporelles ou psychospirituelles, il y a la MPC qui est pour moi centrale et je vous dirai pourquoi. Après tout le parcours que j'ai pu faire à essayer de comprendre et à picorer ou à m'informer sur différents types de pratiques, pourquoi je la trouve particulièrement fondamentale et centrale. Je voulais faire un petit point sur le mot méthode Phoenix Capacity. Pendant un temps, ça m'avait interrogée. Et je vais vous dire comment moi je la comprends. Le mot méthode, pour moi, ça fait appel au sens de la voie, la manière de faire quelque chose, la recherche vers une compétence ou un état. C'est comme une méthode pour apprendre à lire ou une méthode pour apprendre le piano. La finalité, c'est la lecture et pouvoir faire de la musique, pouvoir interpréter, pouvoir jouer du piano. Et donc pour moi, la MPC, c'est l'ensemble des apprentissages et des postures qui permettent de voyager en soi avec le plus de respect possible et d'ouverture possible pour découvrir cette capacité innée de régénération, de résilience, de renaissance, de réinvention de soi et de guérison qu'on porte en soi. Voilà, c'est tout ce qui peut être symbolisé par le phénix finalement. Et ça peut encore aller beaucoup plus loin dans l'image du phénix aussi. Donc si on parle de méthode, c'est parce qu'il y a un apprentissage. C'est une voie, mais c'est tout sauf dogmatique, parce que justement le cœur de la méthode, c'est de faire accéder à chacun à sa réalité, à sa vérité intérieure. C'est une voie d'apprentissage d'une certaine posture et de libération personnelle du thérapeute aussi, pour permettre à l'autre de s'ouvrir et de se libérer, lui. Voilà, c'est toujours... c'est des voies qui sont conjointes entre le thérapeute et le patient. Et à la fois, donc, c'est une méthode qui est soutenue, en fait, par des arguments scientifiques, psychothérapeutiques, neuroscientifiques. On peut tout à fait trouver toutes les sources, toutes les justifications scientifiques, mais elle n'est pas théorique en soi. On ne va pas appliquer une théorie. On abandonne la théorie pour être dans la vérité de l'être, qui est beaucoup plus grande et plus vaste, encore une fois, plus vivante qu'une théorie. Et on abandonne notamment les théories psychologiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut les avoir à l'intérieur de nous, parce qu'elles sont toujours intéressantes. Elles sont toujours une part de la vérité du geste thérapeutique. Elles sont une part aussi de l'histoire de la thérapie. Donc on peut les avoir à l'intérieur de nous, et la personne qui est en relation avec nous, dans son voyage, dans sa séance, va pouvoir venir piocher dans les outils dont on est composé. De manière assez intuitive ou dans la présence de la séance, il y a des outils qui vont apparaître, qui vont émerger, qui vont se mettre au service de la personne. Mais c'est pas parce qu'on l'aura décidé au préalable. Si on parle de psychocorporel spirituel, c'est parce qu'en fait tout est lié. Et dans la MPC, il n'y a pas vraiment de séparation entre ces dimensions de l'être.
certains voyages, certaines séances vont se passer vraiment beaucoup dans le corps, mais on sent qu'il y a un retentissement dans tous les corps, dans tous les espaces de la personne jusqu'à sa spiritualité. Et parfois, le voyage se passe plus dans le monde des images, des perceptions, dans les métaphores. Et en même temps, la personne ressent des choses bouger dans son corps. Et on est constamment dans les deux, dans tous ces corps à la fois. Moi, j'aime bien utiliser le terme plus large de voyage de guérison intérieure, justement pour ça. Et on voyage dans toutes les dimensions de notre être. Et ça ressemble vraiment à un voyage. J'expliquerai à la fin pourquoi je parle de guérison, qui est un mot qui peut déranger. C'est un mot qui dérange à tel point que moi j'ai le droit de l'utiliser parce que je suis médecin, puis des non-médecins n'auraient pas le droit. Bon. Alors que pour moi, la guérison, c'est un phénomène. Ça n'appartient pas à la médecine, ça appartient à personne d'ailleurs, ni aux médecins, ni aux thérapeutes, ni même aux consultants, ni même aux patients. En fait, c'est un phénomène qui appartient à la vie et qui survient. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc j'ai commencé à me former, à pratiquer il y a 4-5 ans, et puis tout au long de ce parcours-là, je me suis documentée, puis j'ai expérimenté d'autres voies thérapeutiques. C'est tout à fait passionnant. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que la MPC, elle permet d'inclure et d'intégrer naturellement la plupart de ces outils dont je parlerai tout à l'heure. Et par exemple, la communication non violente, ou l'Internal Family System, donc IFS, c'est le système familial intérieur, ou aussi des respirations, la méditation, la sophrologie, etc. La PNL aussi, on peut les intégrer à la MPC, alors que l'inverse, ce serait pas vrai. Alors, pour aller plus précisément dans le déroulement d'une séance, déjà la personne arrive, elle a évidemment bien sûr une demande et on la clarifie ensemble. Qu'est-ce qu'on peut demander à la MPC ou au voyage intérieur? On peut demander de vouloir changer quelque chose, donc transformer quelque chose en soi. Ça peut être s'apaiser, soigner quelque chose, nettoyer aussi parfois, guérir carrément, libérer, dynamiser. Ça peut être déconstruire un schéma ou reconstruire quelque chose, etc., etc. Ensuite, il y a la possibilité de demander à comprendre quelque chose. Et derrière ce mot-là, il faut préciser et puis vraiment ressentir que la compréhension, elle n'est pas intellectuelle, elle est intérieure. Parfois, elle est intellectuelle et parfois, c'est vraiment important qu'elle soit intellectuelle, évidemment. Mais la compréhension, elle sera d'autant plus signifiante et d'autant plus effective et porteuse de transformation qu'elle sera intérieure et qu'elle aura lieu à travers l'expérience. Souvent, on dit, en fait, j'ai compris, je sais intellectuellement, je sais ce qui ne va pas, je comprends le problème, mais on sent que c'est pas intégré, on sent que c'est pas incarné, on sent que le corps, lui, il n'est pas au courant, on sent qu'on ne le vit pas de tout notre être, en fait. Et c'est cette compréhension-là qu'on peut essayer d'amener. Troisièmement, on peut demander à pouvoir accepter une situation qui est une attitude un petit peu différente de celle de vouloir transformer ou comprendre. Et puis quatrièmement, de préparer une épreuve. Ça peut être préparer une prise de parole, ça peut être préparer une performance sportive ou mentale et préparer un accouchement, par exemple. Et donc là, on va être vraiment dans comment faire alliance avec le corps, entendre ses besoins, l'informer de ce qui va se passer, voir si toutes les parts du corps sont prêtes et sont OK. Voilà, c'est différentes petites façons d'aborder la MPC. Donc, lors d'une séance, on prend le temps au départ de bien définir l'intention et la demande avec ce qui est présent là, ce que les mots veulent dire pour la personne, le sens profond qu'ils ont. Et puis, on part sur ce qui ressemble tout à fait à un voyage, comme je disais, dans les contrées de notre être pendant environ 1 heure.
Et dans ce voyage, dans notre être qui est beaucoup plus vaste que le soi du quotidien, celui avec lequel là je suis en train de vous parler par exemple, on va à la rencontre de nos forces de vie, de cette intelligence du corps, de cette sagesse de l'être, qui sait qui nous sommes, qui sait de quoi on a besoin, qui sait mettre en œuvre les processus de régulation et de guérison en nous, et qui connaît les étapes par lesquelles on doit passer. Et elle attend que ça, en fait, de pouvoir se déployer, de pouvoir nous informer, de pouvoir oui, déployer cette sagesse. Et là, on lui permet de le faire. C'est vraiment une attitude de permettre quelque chose qui est prêt et qui est là. Et puis, elle sait aussi, et ça c'est très beau, nous mettre en lien et en rapport avec des forces alliées, soit des alliés intérieurs, qui vont se manifester de différentes formes. Pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair, je vais illustrer, mais sous forme, ça peut apparaître sous forme d'un animal, d'une plante, d'une forme minérale ou d'un personnage, d'un archétype, etc. Ou de nous mettre en rapport avec une force alliée extérieure à nous et qui vient nous aider. Et ça se fait tout seul. Et donc, on est vraiment dans un dialogue. Ce soi présent, cette conscience ordinaire, si on peut l'appeler comme ça, c'est toujours aussi très délicat d'utiliser ces mots-là, mais pour se comprendre, on va les utiliser, va vraiment rentrer en dialogue avec cette sagesse de l'être. Et on est entièrement présent. Il n'y a pas de... On ne part pas quelque part. On est à la fois ici et dans quelque chose de vaste. Il y a plusieurs façons de rentrer dans une séance, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais il n'y a pas d'induction précisément comme on aurait en hypnose. L'induction, c'est le fait de tourner son regard vers l'intérieur, tout simplement, et de rentrer en rapport avec son corps à travers les sens, donc les sens habituels, les 5 sens, on va dire extérieurs, et à travers les sens intérieurs, la vision intérieure, l'écoute interne, l'interoception, etc. Et petit à petit, ce dialogue-là s'établit avec la vie qu'on a en nous, et puis ce dialogue, il se fait à travers un langage qui est celui des perceptions, celui des images, des sensations, en fonction des différents canaux qu'on a. Certaines personnes sont plus visuelles, d'autres plus kinesthésiques dans le corps, auditives. Et puis, comme je le disais, parfois ça se passe vraiment dans des sensations et parfois beaucoup plus dans des métaphores. Et tout ça se rejoint beaucoup. Et contrairement à l'hypnose, encore une fois, il n'y a pas de suggestion du thérapeute. L'accompagnant, il est pas là pour dicter quelque chose. Il est là pour tenir une posture et pour installer le sentiment, enfin la sécurité même, et permettre à la personne d'approfondir son voyage, de passer les étapes qu'on va rencontrer, de laisser la force vitale œuvrer en fait. Il y a parfois des obstacles et on aide la personne à se faire confiance et à permettre de les traverser, de les passer, de transformer ce qui peut être transformé. La seule suggestion éventuellement qu'on fait, elle est vraiment en tant qu'accompagnant, et là je parle à ceux qui voudraient accompagner, qui voudraient se former, pour éventuellement toucher et montrer à quel point c'est vraiment important, vraiment beau et vraiment fondamental en fait d'apprendre cette posture-là, c'est que la suggestion elle est intérieure et silencieuse en nous, que la personne a toutes les ressources pour répondre à son intention, qu'elle est plus grande et plus vaste que son problème. Et que la solution, elle est là, elle émerge d'elle-même.
et qu'aussi tout ce qui se passe est complètement significatif et signifiant. Il n'y a rien qui se passe dans une séance qui ne soit sans intérêt et qui ne soit pas au service. Et ça, c'est vraiment magique. Et c'est pour ça qu'on parle d'intelligence. C'est qu'on se rend compte, parfois au cours d'un voyage, surtout moi quand j'en fais un, je me dis, oh là là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vois pas l'intérêt. Et en fait, c'est à la fin que je comprends toute la cohérence et toute l'intelligence du voyage, et tout avait un sens, tout était au service de l'avancement et du processus. Et ce processus, il se fait quand on est dans cette sécurité, dans cette dynamique et cette présence qui est insufflée par l'accompagnant, qui a vraiment cette posture où il offre la capacité à l'autre d'accéder à ses propres ressources, de se faire confiance, de connecter aux ressources de guérison dont on a parlé. Alors certains parleront de connecter l'inconscient, le monde de l'inconscient collectif, ou le monde des symboles, ou le monde de l'imaginal. Il faut être très délicat avec les mots. On parlera beaucoup plus d'imaginal, qui se rapproche beaucoup plus de ce qui se passe. Faut faire attention avec les mots parce qu'ils ont toujours un sens qui est soit personnel, soit collectif, qui appartiennent à certaines écoles, etc. Donc moi, je ne rentrerai pas, encore une fois, dans la précision et le détail. L'idée ici, c'est surtout que vous puissiez percevoir, j'espère, l'esprit de cette méthode-là. Ouais, ce qui est important, c'est que de comprendre qu'ici, on n'est pas dans de la psychologie ou des théories ou des explications du pourquoi les choses ne fonctionnent pas. On est vraiment absorbé dans un champ d'information où les solutions sont plus souples, plus ouvertes, plus vivantes et nous parlent directement. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas on trouve un truc, une solution qu'on va forcément mettre en œuvre après. Il y a ça. Il y a pendant la séance, on peut avoir vraiment des informations très explicites. Voilà, maintenant il faut mettre ça en place, que ce soit dans un comportement de vie ou un produit, quelque chose à faire pour être en meilleure santé. Mais c'est surtout que pendant même le processus de la séance, on ressent qu'il y a quelque chose qui bouge et qui se transforme dans son corps, dans ses émotions, etc. Et ça, c'est vraiment beau parce qu'on sent le processus se faire, se déclencher, œuvrer, et ce processus-là, il va continuer à se déployer et à se déplier dans les jours et dans les semaines, dans les mois qui suivent. Ça continue d'œuvrer. Et ce que je trouve génial, en fait, ce que tout le monde trouve génial aussi dans cette séance-là, c'est qu'on n'a pas à rechercher, à créer un scénario ou chercher des métaphores qui correspondraient à la personne. En fait, on est dans le voyage, on regarde le film. On suit les appels de l'intelligence du corps, on accueille, on ressent, et on ne comprend pas toujours pourquoi sur le moment il y a ça, et puis après il y a ça, on a rencontré ça. On est vraiment dans un accueil de ce qui se passe. Et on découvre la cohérence vraiment magnifique. Après, on se rend compte, mais ça a complètement répondu à l'intention en fait, de manière beaucoup plus intelligente que ce qu'on aurait pu faire, beaucoup plus pertinente. Et il y a quelque chose d'un peu magique là-dedans. Moi, je dirais que pour moi, c'est émerveillant. Je ne sais pas si ce mot existe là, mais j'aime bien ce mot-là. Je suis toujours assez émerveillée. C'est pour ça que c'est vraiment un honneur d'accompagner ces séances. Et j'ai l'intime conviction que l'émerveillement par lui-même est une force de guérison. Pouvoir dire aussi, waouh, mais c'est dingue, j'ai tout ça en moi. Et ce qui vient de se passer, en fait, c'est moi, avec moi, qui l'ai créé, ou par moi, à travers moi, et ben c'est très très puissant aussi. Pour avoir fait des séances de soins énergétiques où on est juste là et on fait rien, et c'est l'autre qui perçoit, qui voit, qui ressent, on ressent un tout petit peu. Et pour moi, c'est devenu très très inconfortable ça, parce que
j'ai besoin de le vivre en moi et, que ça corresponde à ma réalité. Parce que parfois, les thérapeutes en énergétique, ils sont dans leur truc, dans leur monde, dans leur réalité, ça leur parle. Mais nous, ça nous parle pas forcément vraiment. Même si c'est très agissant, il y a, il y a quelque chose pour moi. Et c'est pour ça que je vais vers ce genre de méthode, évidemment. Hein, donc, je renie pas ni ne rejette d'autres approches. Je dis juste que dans des approches comme la MPC, se sentir que les choses se sont passées à travers soi et qu'on a tout vu et tout senti, c'est quand même très agréable. Le voyage en lui-même, il permet de s'étonner, de s'émerveiller, de trouver cette dimension aussi d'humilité en soi. Et pour moi, ça, c'est des ressources très fortes de santé ou d'aller mieux. Si je devais donner d'autres un peu mots-clés de l'attitude qu'on a, que ce soit en tant que thérapeute ou en tant que personne qui consulte et qui voyage, c'est cette curiosité très bienveillante et ouverte qu'on peut avoir pour ce qui se passe en nous. Voilà, je fais ce mouvement-là, on va à la rencontre. Tiens, mais qu'est-ce que tu as à me dire? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui peut se passer maintenant et comment soutenir ça? On est vraiment en amitié pour soi aussi. Et puis il y a cet émerveillement délicat et respectueux. Je disais qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Je vais peut-être revenir un petit peu là-dessus. En fait, on comprend, mais par son aide, par l'expérience, par le ressenti et par l'intégration surtout de l'information qui n'est plus juste stockée dans le cerveau. C'est comme si vous vouliez expliquer l'expérience de ce que c'est que de boire une tasse de chocolat chaud en hiver quand on a très froid. Ou d'expliquer un voyage particulièrement spécial qui vous a fait un grand effet. On peut l'expliquer, on peut donner toutes les données chiffrées qui correspondent à ça, dire que le chocolat, voilà, c'est amer, il a des notes de ceci, de cela, une texture en bouche et que ça nous a fait tel et tel effet émotionnel, etc. Raconter le rationnel de pourquoi ça nous fait du bien, en parlant du magnésium et en réduisant le chocolat à ça, par exemple. Et on peut raconter un voyage, montrer des photos, mais en fait, on ne peut comprendre l'expérience que quand on l'a vécue de l'intérieur, et surtout que l'expérience, elle est liée à une circonstance. Pourquoi cette tasse de chocolat-là, ce jour-là? Parce qu'on était dans un certain état émotionnel, parce qu'il faisait froid et que ça nous a réchauffé, etc. Une tasse de chocolat chaud en plein été nous aurait pas forcément fait le même effet. Voilà. C'est des petits exemples, mais comprendre que on peut comprendre extérieurement, mais il y a une compréhension vraiment intérieure qui est nécessaire pour avoir la connaissance des choses. Et puis souvent, on croit comprendre en fait. On se raconte une histoire pour comprendre, on se construit une compréhension. Souvent avec je suis comme ça parce que j'ai vécu ça. Mais cette vérité-là, c'est qu'une partie de la vérité. Donc on s'enferme dans quelque chose de vraiment très très petit. Moi, j'aime bien la phrase de Fabrice Midal, quand on comprend, en fait, on comprend rien, et quand on comprend rien, on comprend. Et il l'illustre en disant, par exemple, la musique, on ne comprend rien, mais en fait, on comprend. Et les actualités, le soir, on comprend, mais en fait, on ne comprend rien. Ça, c'est très fin et très clair, en tout cas pour moi. On se raconte beaucoup d'histoires. Il y a plein de façons de se raconter des histoires et surtout dans le monde de la santé et peut-être même surtout dans le monde de la santé naturelle et de la spiritualité un peu psychologique qu'on a aujourd'hui dans certains cas.
Parce qu'on peut se raconter des choses sur notre physiologie. Voilà, c'est mon foie, c'est mon microbiote. Ou alors, c'est tel ou tel truc en médecine chinoise, le méridien, etc. Alors moi, j'ai une admiration immense pour la médecine chinoise. Mais c'est la manière dont soi-même on va s'enfermer intellectuellement avec une information qui a pas d'utilité vraiment et qui réduit notre corps. Le diagnostic en médecine chinoise, c'est pour découler sur une certaine prise en charge et ça fait sens dans le cadre général de la prise en charge. À ce sujet-là, l'homéopathie, elle nous rend service puisque dans sa complexité et sa façon d'observer les personnes, avec très très peu d'aspects théoriques, c'est très difficile de s'en emparer. En fait, c'est très difficile de s'attacher à des histoires ou quelque chose. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Voilà, mais on peut se raconter, voilà, c'est à cause de mon signe astrologique, c'est parce que mon enfance, ceci, cela, c'est parce que mes parents m'ont transmis ça, etc. Même s'il y a une part de vrai dans tout ça, on sent bien que c'est pas très utile, que ça restreint et que ça empêche, que c'est des scénarios et que la réalité, en fait, elle est beaucoup plus vaste et plus vivante. Et par exemple, ce qui nous arrive, en fait, peut être autant lié au passé qu'au futur. Ça appartient pas à une temporalité linéaire. On a vraiment, nous, dans notre vision des choses, notre intellect, tendance à, systématiquement imaginer les choses de manière linéaire, effet, cause, donc de manière causale, très déterministe, alors que c'est pas vraiment comme ça, à mon avis, que les choses se passent. Et là, on rentre dans des dimensions qui sont beaucoup plus grandes, on le sent bien. Alors je le disais, donc je le reprends, parfois la solution, elle est vraiment claire et explicite quand même. Et c'est ça qui est intégratif, c'est-à-dire qu'on ne rejette rien, ni même de la psychologie. Parfois, elle s'intègre, elle est présente. Mais on ne se restreint pas à ce cadre-là. Donc parfois, il y aura des indications claires, il faut faire ça ou ça, etc. Et parfois, l'information, elle passe juste, il y a quelque chose qui nous transforme. Et on reconnaît qu'il y a un principe actif dans la séance auquel on va pouvoir se connecter, se relier après la séance. On ne peut pas dire son sens, on ne peut pas dire pourquoi, mais on sait que ça nous fait du bien et ça œuvre en nous. C'est donc à la fois un langage assez explicite et un langage qui vient purement du cœur, purement de l'être. Alors on me demande souvent combien de séances il faut. Eh bien, ça dépend vraiment de plusieurs choses. Déjà, du problème qu'on aborde. Si on aborde une problématique très ponctuelle, comme se préparer à quelque chose ou accepter une situation, ça pourra tout à fait ne prendre qu'une séance. Ou si on s'intéresse à un problème qui n'est pas majeur pour soi, souvent en une séance, c'est suffisant. Par contre, si on veut aborder un sujet qui est le fil rouge de notre vie ou qui est très traumatique, ou très difficile, ou très complexe, évidemment, il faudra plusieurs séances. Et pour certaines personnes, dès la première séance, elles auront accès à des dimensions très profondes d'elles-mêmes. Le voyage se fait facilement, elles rentrent facilement, elles ont des connexions et des informations très fortes. Et puis pour d'autres personnes, il y aura besoin de plus d'étapes. Déjà pour recréer de la sécurité, recréer de la confiance, recréer du lien avec l'intériorité, avec le corps. Parfois on rencontre des résistances à la guérison, à l'introspection, donc les rencontrer, recréer cette alliance, et puis s'ouvrir progressivement. C'est un vrai processus en fait, et puis ça s'apprend de la même façon qu'on apprend un instrument ou un sport, ou qu'on apprend à se connaître en fait, tout simplement. Voilà, ça dépend aussi si la personne est entraînée déjà et a des pratiques
méditative ou a déjà fait des voyages de différentes autres voies, eh bien, elle aura peut-être plus de facilité. Mais c'est pas toujours vrai. Il y a vraiment des personnes qui n'ont jamais fait de thérapie et qui rentrent très facilement dans cette approche. Et il y a toujours un ou pas. Parce que si on dit ça demandera beaucoup de temps, et les personnes disent oula, mais ça va prendre tellement de temps pour ce problème. Et en fait, non, en une séance, ça passe. Et ça, c'est vrai pour toutes les thérapies, à mon avis. Hein. On voit ça en homéo, j'imagine que c'est transposable, en acupuncture, etc. Quand on est vraiment juste, ça va vite. Et parfois, il y a une temporalité sur laquelle on n'a pas d'emprise, en fait. La temporalité de la guérison, on n'a pas d'emprise dessus. Les choses, on peut insuffler un mouvement, un processus de guérison à un moment, et ça se révèle, ça se libère, ça se transforme et ça se libère, mais 6 mois après, 1 an après, et ça arrive en fait parfois de se dire ah mais là je sens enfin c'est descendre, c'est vraiment j'incarne un processus de transformation, de guérison que j'ai insufflé il y a des mois. Et il faut respecter aussi cette temporalité-là, ce rythme de la personne et de la vie en elle. Voilà, alors à présent, je vais vous parler du lien avec toutes les thérapies et puis les outils que je connais. Donc encore une fois, c'est une méthode qui fait appel à vraiment une faculté naturelle des êtres humains de se relier aux forces de vie et aux champs d'information. Et donc elle a été utilisée par de nombreuses cultures depuis toujours. Cette faculté-là, évidemment ça s'appelait pas MPC, mais pour moi ça se rejoint, c'est des voies qui mènent exactement à la même chose. Et donc c'est normal qu'il y ait des points de rencontre avec la méditation, l'hypnose, l'intuition, parce qu'elles aussi, leur principe, c'est d'essayer de rejoindre cette faculté innée qu'on a. Et en même temps, elle n'est rien de tout ça. Donc c'est pas de l'hypnose, j'ai expliqué un petit peu pourquoi, même si elle a été créée par des hypnothérapeutes. Il y a vraiment une différence de posture de l'accompagnant qui est beaucoup plus en position haute en hypnose à dicter un scénario. Ici, on est plus dans une position basse d'accompagnant de la personne dans son propre voyage. Et personnellement, pour moi, l'hypnose, c'est quelque chose d'assez impossible. Je rentre pas du tout dedans parce que je parviens pas à suivre ce qui m'est raconté. Il se passe complètement autre chose en moi. Ça veut aller ailleurs. Et ça fonctionne juste pas du tout. Je trouve ça presque intrusif, voilà, et très dirigiste. Même si j'en ai une vision très limitée, puisque justement, j'ai pas fait beaucoup de séances en hypnose. Et je sais qu'il y a plein de nuances et plein de manières d'accompagner. Je suis assez enthousiasmée, par exemple, par l'hypnose, les transmissions de François Roustan, par exemple. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de respect pour l'hypnose, mais dans tout ce que j'ai pu expérimenter, ça ne me correspond pas du tout. En MPC, on n'a pas de théorie préconçue sur ce qui se passe pour la personne. Donc, on ne fait pas de suppositions sur les solutions qu'elle doit trouver. On ne sait pas pour elle ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui se passe même pour elle. On ne la dirige pas dans une direction plutôt qu'une autre, parce qu'on fait confiance justement à cette sagesse qui oriente. Alors évidemment, on est présent, donc on met un cadre. Il y a un cadre qui est là et qui permet que les choses se fassent. On ne fait pas n'importe quoi, évidemment. Mais on passe pas en force. On ne cherche pas à éliminer des symptômes, par exemple. On ne cherche pas, ça va pas, alors on va faire une technique pour faire disparaître ça. Ben non, on va avoir une attitude complètement différente pour comprendre. On sait ce que ça peut bien signifier, pourquoi c'est là et de quoi ça a besoin et qu'est-ce qui peut se transformer, etc. Et de quoi c'est au service.
Donc on accompagne à observer les informations et les directions que le voyage peut prendre, voir où ça bloque, voir les obstacles, les rencontrer, libérer ce qui peut être libéré dans l'instant, et puis préserver ce qui a besoin de rester tel que c'est. Et puis aussi, on permet d'identifier ce qui peut être mis en place, mis en action après la séance, parce qu'il y a une partie après où évidemment, quand on vit une séance, il y a quelque chose qui va se vivre dans la vie, dans la vraie vie. On dit que c'est écologique, cette attitude. C'est respectueux de l'ensemble des parties du corps, c'est respectueux du système, si on veut, du corps, de l'être, dans l'instant dans lequel il est à ce moment-là. On va pas chercher à supprimer un symptôme si c'est pas au service de la globalité, et puis si de toute façon le corps ne demande pas à ce que ça soit transformé. Alors si je devais vraiment la rapprocher de quelque chose, je dirais que ça peut se rapprocher d'une forme de méditation profonde, au sens où la méditation n'est pas une pratique comme on peut l'imaginer, qui permet de se calmer, de faire le vide, de calmer le mental, de dompter son ego, etc. Mais plutôt l'inverse, une méthode qui permet de se rencontrer tel qu'on est, d'apprendre à être pleinement vivant et pleinement humain, avec tout ce que c'est que d'être un humain. Et je parle de méditation profonde parce qu'ici, en MPC, on irait beaucoup plus loin dans cette rencontre, parce qu'on va vraiment rentrer dans un voyage. L'attitude, elle est assez proche, et la démarche, évidemment, elle est différente, parce qu'on va beaucoup plus loin dans cette rencontre. On pourrait aussi dire qu'elle s'apparente peut-être à quelque chose comme de l'auto-hypnose, mais au lieu de se dicter un scénario depuis notre intellect comme on peut le faire en auto-hypnose, là on laisse le scénario émerger depuis une intelligence intérieure. Donc pour ceux qui connaissent quelques outils de psychothérapie, donc dans les voyages, on rencontre de manière très naturelle des éléments qui appartiennent à l'IFS, donc système familial intérieur, l'intelligence relationnelle, qui est justement une méthode, une voie aussi de thérapeutique qui existe aujourd'hui, qui est très intéressante, la somatic experiencing, la méthode NARM aussi. Et pourquoi? Mais c'est parce que ces méthodes elles-mêmes sont fondées et développées à partir des facultés naturelles de régulation du corps. L'IFS, par exemple, ça a été découvert de manière empirique en faisant des voyages intérieurs chez les personnes. Le thérapeute qui est à l'origine de ce concept d'IFS, il s'est retrouvé face à ce système familial intérieur, donc la découverte de toutes ces parts de soi et comment dialoguer avec elles, comment elles se régulent entre elles, comment elles s'arbitrent, elles se protègent entre elles, etc. Donc c'est très intéressant, un jour on fera une vidéo là-dessus, mais les parts de soi qui sont exilées, les parts de soi qui nous protègent parfois un peu trop, qui donnent lieu à des comportements qui nous dérangent mais qui sont là pour nous protéger, etc. Donc ça a été découvert parce que c'est ça qui émerge quand on fait un voyage intérieur. Et donc on peut naturellement les retrouver en MPC, mais on retrouve encore plein d'autres choses. La somatic experiencing, en très très bref, c'est la manière dont le corps va libérer sa charge traumatique, au sens où le trauma psychique et physique est inscrit dans le corps, il est biologique, il est physiologique, et il peut se libérer par le corps et par la physiologie. Et ça peut se rencontrer. Disons qu'on ne va pas faire une séance de ça, mais à un moment, il y a un processus comme celui qui est décrit dans la SE, la Somatic Experiencing, qui va se produire. Si c'est ça qui doit se passer à ce moment-là. Et puis aussi, moi j'ai beaucoup reconnu et utilisé la CNV, la communication non violente, quand on doit communiquer avec les parts de soi qu'on rencontre ou les différents protagonistes des voyages. Et puis aussi en MPC, bien sûr, quand on connaît la théorie polyvagale, ça peut nous aider quand on est thérapeute, savoir où on est soi-même et où en est l'autre.
au niveau de son système vagal. On utilisait des outils de respiration, voilà, PNL, l'EFT, l'AIT, qui est l'Advanced Integrative Therapy, etc. Tout ce qu'on aime et tout ce qu'on connaît, en fait, peut être utilisé en MPC dans cet espace ouvert que permet la MPC. Et ce sera toujours plus riche et plus ajusté à la personne parce que justement, les éléments thérapeutiques vont pas surgir de la recherche intellectuelle, mais du voyage et de l'intelligence plus vaste de la personne. Et puis la MPC, elle s'associe aussi très bien aux thérapies manuelles, la fasciathérapie, la podologie, l'ostéopathie. Les ostéopathes qui sont formés en témoignent aussi à quel point c'est complémentaire. Déjà, ça permet à la personne, encore une fois, de faire une part du chemin. Elle n'est pas juste là, passive, mais il se passe quelque chose en elle et elle peut vivre le soin en elle-même. Et puis les ostéos ressentent dans les tissus que le voyage intérieur transforme et est agissant en direct. En voyage, on est. Alors, les fascias, ça intéresse beaucoup de personnes en ce moment, donc j'en parle, mais les voyages, par exemple, on peut voyager dans ces fascias. On peut faire une séance de voyage dans ces fascias, et alors on les perçoit de plein de manières différentes, sous leur forme physique, mais à travers l'image du corps, on perçoit ses émotions, on perçoit ses mémoires, ses messages. Une libération aussi peut avoir lieu rien qu'avec ce contact sans contact, de la présence à soi, ce toucher intérieur qu'on a avec son corps. Et donc, finalement, tous les types de thérapies peuvent s'enrichir de la MPC en tant qu'accompagnant aussi, parce que ça permet d'adopter une posture plus juste, d'écoute, de neutralité, d'encouragement et d'émerveillement. Quand je dis neutralité, en fait, c'est très très vivant à l'intérieur d'un thérapeute. Donc, c'est pas neutre dans ce sens-là, c'est neutre au sens où on ne désire pas pour la personne et on n'a pas de volonté pour elle que les choses se passent d'une manière ou d'une autre. C'est plutôt dans le sens d'une ouverture et d'un émerveillement. Moi, personnellement, la MPC m'a beaucoup apporté en tant qu'homéopathe aussi, pour adopter cette posture-là. J'ai mis du temps à comprendre comment ça pouvait se faire, comprendre comment je pouvais transposer ou appliquer cette posture de MPC dans mes séances d'homéopathie. Je suis vraiment juste en train de l'expérimenter de manière plus consciente et de voir les liens qu'il peut y avoir entre les deux pour moi en tant qu'homéopathe, de voir comment ça peut permettre à la personne de aussi se contacter différemment et livrer des informations utiles à la recherche du remède. Et inversement, je pense aussi beaucoup que quand on, à travers des séances MPC, la personne peut, comme elle contacte sa force vitale, qui est celle qui nous transmet le remède à travers l'interrogatoire homéopathique et le discours des séances d'homéopathie, et bien comme elle vient à ce contact-là, elle peut nous révéler beaucoup plus facilement des éléments qui sont au service du remède. Donc ça, c'est pour moi vraiment en cours de recherche et de travail pour voir comment les deux peuvent vraiment se compléter aussi. Et puis par ailleurs, j'ai un parcours d'intuitif. J'ai été formée à la communication animale intuitive et à la communication humaine. J'y donne assez peu de place et je me suis assez peu entraînée
pour tout un tas de raisons. Donc je suis pas très musclée et très précise dans la recherche d'informations. Et en revanche, donc cette posture de MPC permet d'entrer en relation avec des êtres ou des animaux et permet que quelque chose se passe qui est beau et qui est libérateur et qui fait sens au-delà de la compréhension ou des éléments précis et analytiques. Et ça, c'est particulièrement précieux et intéressant. Et je voulais revenir sur le fait que cette pratique est particulièrement intéressante pour la façon dont ça nous permet de nous autonomiser. La personne qui voyage apprend à prendre contact avec elle-même. Donc la séance, non seulement est intéressante par son contenu, mais intéressante par la forme et par ce mouvement d'apprentissage, de refaire alliance avec soi, de se rencontrer, de retrouver ses forces de vie. Et souvent, la personne, après même une seule séance, retrouve un lien plus sain avec elle-même et retrouve cette capacité de dialoguer sans être en lutte permanente contre son corps, contre son mental, contre ses symptômes. Il y a quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus à l'écoute. On se rend compte aussi qu'on n'est jamais seul, qu'il y a toujours un allié à l'intérieur de nous ou quelque chose qu'on peut immédiatement contacter. Et ça, c'est tellement soutenant dans la vie. Voilà. Ça permet en fait de mieux vivre chaque symptôme, chaque maladie, parce de toute façon, on va en traverser des choses. En association avec n'importe quelle autre thérapie ou autre médecine, c'est très complémentaire parce que de toute façon, on va rencontrer des symptômes, des situations difficiles, etc. Et à ce moment-là, avoir de la méditation et avoir des capacités de méditation profonde ou de MPC, ça va vraiment nous aider parce que la guérison ou tous les soins qu'on fait, elle n'est pas toujours immédiate, on n'arrive pas toujours à trouver des solutions rapides et parfois on doit supporter des états difficiles. Et là, on fait plus que les supporter, on est en alliance, en accompagnement. On peut encourager son corps, on peut éveiller toutes ces forces de solution et de guérison en nous. Et on est beaucoup plus dans un respect de ce qui se passe. Aussi, quand on a plus d'intuition, parce que ça revient à ça finalement, la pratique de la MPC permet de développer une forme d'intuition, et on se fait moins de mal parce que déjà on recherche moins, on cogite moins sur qu'est-ce qu'il me faudrait, qu'est-ce qui me ferait du bien, pas du bien, etc. Ça vient beaucoup plus d'un ressenti intérieur qu'il faut toujours questionner, évidemment. Il y a des ressentis qui sont faux, il y a des ressentis qui sont justes, comme il y a des idées fausses et des idées justes. Ça, c'est toujours vraiment important. Mais on équilibre ces intelligences-là. Et on peut, comme ça, trouver plus facilement ce qui est bon pour nous, ce qui est une bonne solution ou pas, quand on est dans une interaction avec un thérapeute, un aliment, une pratique, n'importe quoi. Voilà, donc les séances MPC, parfois c'est vraiment, il y a une transformation très très forte et très directe. Parfois ça prend plus de temps, mais ça c'est comme tout, tout acte et tout geste thérapeutique, toute démarche de soin. C'est pas toujours aussi immédiat qu'une séance d'ostéopathie par exemple. C'est pas toujours un coup de baguette magique, même si parfois ça va très vite. Mais ça a vraiment ça offre ce cadeau de développer des capacités à se réguler soi-même, à se redonner du pouvoir, à se redonner de la souveraineté dont on a tellement besoin aujourd'hui parce qu'on a été dépossédé de notre confiance en nous, de notre confiance en nos capacités innées, en notre sagesse intérieure. On est vraiment happé et donc de pouvoir retrouver ce pouvoir, c'est vraiment très important.
Et, et c'est ce qui fait qu'une séance en elle-même, pour moi, est précieuse. Et ça nous ouvre beaucoup. Ça nous ouvre beaucoup parce que notre monde dans lequel on vit, il restreint, j'ai l'impression, tout. Dans le monde, par exemple, du développement personnel et de la spiritualité, tout est quand même assez cloisonné. Par exemple, on va chercher son animal totem, son animal de pouvoir. Et là, on voit que les ressources, elles sont vachement plus vastes qu'un animal totem. On peut avoir des images, des préconceptions, enfin des images d'Épinal sur certaines choses, comme par exemple l'enfant intérieur ou des préconceptions très, très arrêtées, voilà, sur les éléments, l'air, l'eau, le feu, etc. Différents types de sagesse et de croyances qui sont parfois très utiles et parfois très limitants, très construits aussi. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Et quand on se met à pratiquer un peu, si on est en affinité avec la méthode, si ça nous plaît en fait, si on se sent bien avec, parce que ça c'est vraiment important, si ça ne nous correspond pas, faut pas, mais quand on se sent bien avec, ça devient une hygiène de vie et on peut réguler au quotidien des émotions, des pensées avec ça. Dans une certaine mesure, voilà. Pour les choses beaucoup plus difficiles, évidemment, il vaut mieux se faire accompagner. Comme on dit, on pourrait y arriver tout seul, mais ça ira beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement et beaucoup plus... c'est toujours beaucoup plus profond quand on se fait accompagner. Et tout le monde, en fait, hein, même nous, quand on fait des séances accompagnées, on va beaucoup plus loin que si on les faisait tout seul, dans cette interaction avec l'accompagnant. Alors on pourrait dire pourquoi c'est important de se rencontrer. Je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant parce que souvent on veut un peu éteindre, même complètement disqualifier ou contrôler les émotions et les pensées. On les supporte pas, on veut les laisser là, un peu sur le côté qu'elles nous laissent tranquilles. On sent leur poids, mais on les rencontre jamais. Par exemple, on peut vivre pendant 10 ans ou 20 ans très très seul, sans avoir jamais rencontré sa solitude. Ça peut sembler très bizarre, mais c'est la réalité. Parce que d'avoir toujours des pensées de pourquoi je suis seule et comment et je supporte pas et je veux plus, etc., ça empêche complètement de ressentir vraiment la solitude et sa force, son pouvoir agissant, son message, etc. Et là encore, je suis très très restrictive. En quoi ça consiste? C'est aller vraiment au contact, physiquement, intérieurement, corporellement avec ça. Entrer dans le monde de l'émotion, entrer dans le monde de la solitude, entrer dans le monde de la situation en fait qui nous préoccupe, dans leur puissance, dans leur message. On rentre en interaction avec elles, voir comment elles œuvrent en nous en fait, comment elles nous habitent, comment on fait corps avec. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça qu'on parle de se rencontrer, c'est que c'est uniquement par ça que les choses peuvent se passer. Tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous ronge de l'intérieur, tant qu'on ne l'a pas rencontré, ça continue de nous ronger. Et donc on établit un cadre où c'est possible de faire ça, où c'est possible de se rencontrer. On ne fait rien dans la violence, évidemment. Et ça rejoint beaucoup le connais-toi toi-même du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Quand se connaître soi-même, alors cette phrase, elle peut être comprise à plein de niveaux différents, hein, donc je ne vais pas faire le détail, j'en serais incapable. Mais se connaître soi-même, c'est pas ça me fait du bien, ça me fait du mal, ou se mettre des étiquettes, je suis hypersensible, ou je suis ceci, je suis cela. C'est pas non plus connaître les recoins de sa prison. J'aime bien cette image-là. Souvent, on est dans une prison, on a tout bien décoré, mais on est toujours dedans. C'est une image qui m'a toujours beaucoup parlé. Se connaître, c'est pas ça. Se connaître, c'est s'être profondément rencontré et touché
dans l'instant. Je ne sais pas si vous sentez la différence, mais et pour moi c'est très très profond. Je veux te connaître. Être dans l'interaction avec toi, dans la relation. Et te sentir la vie, te sentir exister. C'est au-delà du sens, c'est au-delà des mots. Et c'est en cela que pour moi la MPC, c'est une pratique qui répond aux appels des grands textes philosophiques ou même des textes sacrés. Et là, c'est tout à fait personnel ce que je vais dire là, évidemment. Dans les différentes cultures, cet appel de se retourner vers soi, d'aller découvrir en soi la sagesse, la force, la compréhension vivante du monde, la puissance de guérison et la manière d'entrer dans une relation plus saine avec les autres, avec le monde. Ce mouvement vers soi qui est en fait un mouvement vers le monde et qui est appelé par beaucoup de spiritualité finalement. Je trouve qu'il y a une réponse à ça dans la voie proposée par la MPC. Alors, j'avais dit que je parlerais du mot guérison de manière un petit peu plus précise et c'est le moment de le faire. La guérison, il y a plusieurs sens à ce mot-là. J'en vois particulièrement deux ici dont j'aimerais parler. On peut voir la guérison comme une disparition des maladies avec une amélioration de la vitalité et de la santé. Ce serait la définition la plus évidente. C'est-à-dire que la maladie et son traitement, ce qui a permis de guérir, ont permis non seulement une disparition des symptômes, mais d'accéder à un état meilleur qu'avant que la maladie survienne, parce qu'il y a eu une profonde transformation à travers l'épreuve de la maladie et du traitement. On accède à donc plus de vitalité, plus de capacité de s'adapter à la vie, de faire avec elle, plus d'inventivité, plus de créativité, plus de sentiment d'être soi, d'être aligné avec sa vie, plus d'ouverture de cœur, plus de capacité à s'accomplir et à se mettre au service des autres et du monde. Ça, c'est vraiment l'objectif ultime de la guérison telle qu'elle est imaginée par les médecines comme l'homéopathie, la médecine chinoise, etc. Et puis, on peut avoir le sens, un autre sens au mot guérison, le sens de cicatrisation des blessures. Quand une plaie se cicatrise, on va dire qu'elle est guérie. Et pour autant, tout l'être n'est pas transformé. Ici, dans les voyages de guérison intérieure, on va venir cicatriser les blessures de l'être. Ça peut être réparer les causes d'une maladie. Même si ça ne fait pas disparaître la maladie, ou alors pas immédiatement, ça rétablit un équilibre. Ça répare. Et puis ça prévient, ça permet d'éviter l'aggravation et puis le déplacement de la maladie. C'est-à-dire que quand on guérit une cause, peut-être que la maladie derrière elle est tellement forte qu'elle continue, mais ça évite que cette cause produise d'autres maladies. Et ce qu'on constate aussi, c'est que ça ramène beaucoup de paix par rapport au problème, la maladie ou le problème. C'est-à-dire que parfois, le problème ou la maladie, elles sont toujours là, mais on sent qu'on est en paix avec. On sent que c'est plus une charge mentale, on sent que ça ne nous prend plus la tête, qu'on n'est plus en lutte. C'est là, mais ça nous pose moins de problème. Et ça, c'est très fréquent qu'on voit ça dans toutes les thérapies, psychothérapie ou thérapie énergétique, etc. Donc on a ici une guérison qui est au sens large. On peut mettre plein de mots derrière qui permettent de l'aérer et de mieux le comprendre. Ça peut être libérer, transformer, cicatriser, réparer, apaiser, tout ce qui peut l'être. Redonner du mouvement à ce qui est figé aussi. Ça, c'est un processus de guérison.
à ce qui est bloqué. Et là, la guérison, elle s'inscrit parfois dans un plus long terme. Ça advient pas tout de suite, mais c'est lancé et ça advient plus tard. Et pendant ce temps-là, on est beaucoup plus en paix. Donc on transforme la relation qu'on a avec son problème. On peut aussi recevoir des informations qui nous indiquent pourquoi et comment le problème est réellement et non pas l'idée qu'on s'en fait. Et ça, c'est très intéressant. Parfois, dans des voyages, ah non, mais en fait, le problème, c'est ça, mais c'est pas du tout ce que l'idée que je m'en faisais. La guérison, c'est vraiment un mouvement de vie. Ça intègre les séances, ça intègre tout ce qui va suivre, donc dans la temporalité dont on parlait. Tous les événements qui suivent une séance aussi peuvent faire partie du mouvement de guérison. Parfois, une séance, c'est juste un pas, juste une avancée sur un chemin qui mène à une autre séance, ce qui peut être une séance d'ostéo ou d'homéopathie. Mais là, la réponse, ce qui va se passer dans ces séances-là, va faire jaillir une solution parce qu'on s'est ouvert précédemment. Dans une séance MPC, par exemple. Donc tout ça, c'est vraiment très complémentaire. Quand je disais que la guérison n'appartient à personne, c'est que vraiment, c'est un phénomène naturel de la vie qui peut survenir avec ou sans l'intervention d'un thérapeute. Ça survient parce que, par exemple, on change d'orientation de vie. Et franchement, je suis la première à dire que ce qui guérit le plus dans la vie, c'est de prendre une décision et de changer quelque chose dans sa vie. Ça, souvent, il y a des gens qui guérissent en faisant ça. Ou alors parce qu'on entend une parole qui nous transforme, ou que tout d'un coup il se passe quelque chose dans une interaction avec un animal par exemple, et là, on est transformé. Donc les thérapeutes non médecins permettent plus de guérison que la médecine conventionnelle. D'ailleurs, la médecine officielle, elle se vante pas très souvent de guérir, elle sauve, ça c'est certain. Elle sauve, elle pallie à beaucoup de souffrances et de difficultés, mais elle prétend pas toujours guérir. Voilà, on enlève des problèmes, ça c'est certain, et on soulage des gens. Donc le fameux écouter et soigner toujours, soulager souvent et guérir parfois, ça s'applique pour absolument toutes les médecines et toutes les méthodes, toutes les approches. On ne choisit pas comment, on ne choisit pas dans quelle temporalité la personne va guérir. En tout cas, ça survient quand elle est prête. Ça survient suite à un enchaînement de mise en œuvre de choses. Et ce qui est sûr, c'est que la MPC, elle permet de lever des obstacles à la guérison. Parfois, il y a des trucs, on ne guérit pas, on ne comprend pas pourquoi. En homéo, en ostéopathie, ça ne bouge pas. Et parfois, il faut aller rencontrer l'obstacle. Pourquoi ça ne bouge pas? Et à ce moment-là, on n'est pas dans une séance où on va guérir un truc. Par contre, ça vient vérifier, ça vient voir qu'est-ce qui empêche ce mouvement. Et c'est ça que ça soigne. Voilà. Et donc, je terminerai en disant quelques mots sur une découverte pour moi très belle et très précieuse que j'ai fait assez récemment. C'est à quel point apprendre à voyager en soi avec la sagesse du corps, de l'être, donc dans les voyages MPC ou les voyages intérieurs, peut permettre, peut donner un exemple de comment voyager dans sa vie, comment vivre sa vie comme un voyage, en faisant confiance là non pas à la sagesse du corps, mais à la sagesse de la vie, la sagesse, on peut l'appeler du monde, de l'univers, en fonction de comment on veut l'appeler. Ça demande évidemment un peu de pratique et d'aimer ça, évidemment.
mais de voir comment on peut transposer tout ce qui se passe à l'échelle d'une séance avec, voilà, c'est parfois un parcours un peu initiatique, il y a des obstacles, on les passe, il y a des transformations, il y a des choses, il y a des émotions, de voir comment on peut transposer ça, sentir que c'est ce qui se passe en fait à l'échelle de notre existence tout entière, là, la manière dont je m'en remets à la sagesse de mon corps au cours d'un voyage. Et ça parlera à ceux qui ont déjà fait des voyages NPC, beaucoup plus qu'à ceux qui n'en ont pas fait, je suis désolée, mais eh bien, on peut se remettre à la sagesse de la vie de la même façon. Et alors, les situations se débloquent aussi de la même manière, des choses se libèrent de la même manière, et c'est vraiment très très touchant et très très beau. C'est assez profond, voilà, pour moi, c'est assez intime aussi de partager ça, mais ça me semblait important. Là, je pourrais développer très longtemps là-dessus, mais la vidéo va se terminer. Tout ça, pour moi, évidemment, ça reste un grand sujet de recherche. On est en formation continue, en supervision, on fait des séances, on s'adapte, on apprend toujours, toujours. À travers soi et à travers les rencontres avec les personnes. Et c'est pour ça que c'est toujours, encore une fois, un honneur d'accompagner ces séances. Sous la vidéo, je vous mets plein de références, le site de la méthode, le mien, l'annuaire des thérapeutes et encore d'autres choses. Même si moi, aujourd'hui, j'accompagne pas en visio, vous aurez des compléments d'informations sur mon site. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous a intéressé, plu et surtout donné envie de découvrir la MPC, mais en fait, de manière plus vaste, les voyages intérieurs et même la méditation telle que j'en ai parlé. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.